Donc avant de laisser la parole à Christophe et de le présenter brièvement, je vais simplement vous donner quelques éléments de contexte sur l'organisation de cette conférence et ensuite laisser la place à Vivien pour présenter la stratégie d'établissement qui intègre en fait une visée régénérative dans la stratégie de Grenoble INP. Donc Valérie Mermino, moi je suis professeur de management à Grenoble INP dans l'entité IAE. Il se trouve que je copilote une chaire, en tout cas un collectif d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur les enjeux de soutenabilité en sciences de gestion et management. Ça représente une quinzaine de personnes sur l'écosystème qui intègre à la fois des personnes de l'Université Grenoble-Alpes et aussi des personnes de Grenoble INP, en relation avec le CERAC, puisque je vois que Bérangère Deschamps, directrice du CERAC, est parmi nous. Et donc ce collectif cherche à construire, à co-construire, à enrichir les bases de connaissances et les compétences autour des enjeux de soutenabilité, et notamment par l'apport des modèles d'affaires de soutenabilité faible et aujourd'hui de plus en plus de soutenabilité forte. Mais vous n'êtes pas venu pour que je vous présente ça, donc je vais laisser la main à Vivien Kema pour vous présenter les enjeux régènes de l'établissement. Je vais pas, non. Rapidement. Ça va être très rapide. Déjà, mes excuses pour le retard. Voilà, je viens d'Allemagne, mais en fait, c'est pas la raison. Juste, ce sont des bouchons sur la rocade. C'est ma faute, je n'ai pas anticipé. Bonjour à toutes et à tous. Cher Philippe Protin, directeur de l'IAE, qui organise cette conférence. Cher Valérie Mermino, comme nous l'avons dit, porteur de la chaire Transition en Action, qui a invité Christophe Sampels, donc cher Christophe Sampels. Voilà, donc je suis extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de lancer cette conférence. Alors pourquoi? Parce que cette conférence, elle parle de modèles à visée régénérative et quelque part, ça s'inscrit dans une continuité d'action de ces dernières années de l'établissement qui s'est engagé assez tôt dans les transitions, alors notamment dans un premier temps écologique avec un souci environnemental, etc. Et puis plus récemment, lorsque l'on a eu à bâtir un projet de mandat pour l'actuel mandat 2024-2028, nous nous sommes dit avec l'équipe qui m'accompagnait qu'il serait bien que Grenoble INP UGA devienne un moteur de la transformation vers ce monde régénératif. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ce serait bien? Les modèles à visée régénérative, on va dire qu'on peut les appliquer, les construire, je ne sais pas comment il faut le dire, pour tout un tas d'écosystèmes. C'est toujours un écosystème que l'on considère. Maintenant, on va parler aujourd'hui de l'entreprise. Nous, on s'est dit que ce serait bien de l'appliquer à notre établissement, un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, c'est un petit écosystème et c'est probablement un peu trop petit, toutefois, ça nous a quand même semblé intéressant de le faire. Alors pourquoi intéressant? Déjà, on est un établissement apolitique, basé, on va dire, sur le raisonnement scientifique. Donc voilà, je pense que c'est intéressant. On est un établissement qui diplôme plus de 1500 personnes par an, ingénieurs, managers, qui vont demain aller peupler le monde, le milieu socio-économique. Et donc, si on les forme à ces enjeux, et bien, ce sera autant de leviers d'action que nous aurons déployés. L'INP-UGA, c'est aussi un établissement qui mène des recherches de premier plan, 39 laboratoires, 21 plateformes technologiques, etc. Nous pensons que les recherches que nous menons, etc., doivent de plus en plus, on va dire, contribuer à la définition de ces modèles, de ce monde, etc., que nous avons un rôle à jouer là-dedans. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait ça. Nous sommes également très contents du fait que Valérie et Christophe nous en diront un mot, je pense, un mot, mais on va dire, sont en train de monter une chaire dans le cadre de la fondation Grenoble INP, une chaire pour porter ce que l'on appelle de la recherche-action dans ce thème-là. Et
voilà, nous pensons que ces travaux vont bénéficier à l'établissement. Et on va dire en parallèle de cela, j'ai demandé il y a quelques mois de cela maintenant à Valérie s'il pensait que c'était pertinent et volontaire pour monter un think tank d'experts sur le régénératif, dont le rôle serait, on va dire, de nous aiguiller, de nous conseiller, véritablement avec une expertise, c'est-à-dire que faire sur nos différents pans, nos différentes missions, que faire sur la formation, que faire sur la recherche, que faire sur l'innovation. Nous avons des étudiants et des étudiants qui innovent, qui créent des entreprises, nous avons des personnels, enseignants, chercheurs qui peuvent également monter des startups. Et l'innovation vertueuse, l'innovation qui va contribuer à ces modèles, c'est important et donc il convient d'être régulier. Et puis enfin, dernier point, l'établissement, quand on dit être un moteur de la transformation, alors c'est pas uniquement, on va dire, par l'effet externe, par les diplômés que l'on a chaque année, par les recherches que l'on mène, par les innovations, etc. Mais c'est aussi, quelque part, s'appliquer cela à soi-même et dans notre fonctionnement d'administration, de grandes entités, de grandes structures, se poser la question de ce que cela veut dire. Et ça pose tout un tas de questions extrêmement intéressantes qui nous touchent particulièrement, comme la gouvernance, etc. Et se poser la question comment on va faire des gouvernances qui sont plus inclusives, comment donner plus de sens au travail des décisions qui sont prises dans une institution à travers justement la façon dont on structure son mode de décision, d'orientation stratégique, etc. Donc, on va lancer ça très, très prochainement probablement, mais voilà, je me réjouis qu'on travaille sur ces sujets et donc cette conférence aujourd'hui va quelque part faire un premier pas. Voilà. Donc un grand merci encore à Grenoble IAE, à Valérie pour l'organisation de cette conférence. Merci pour votre participation et toutes vos écoutes. Merci Julien. Merci beaucoup. Sans transition, on va laisser la parole à Christophe parce que je vois que le temps file et on va avoir une petite contrainte aussi logistique. Je suis garant du temps, c'est qu'a priori à 19h, on va devoir libérer l'amphithéâtre. Donc Christophe, a priori, je te laisse la parole. Merci. Merci Valérie. Bonsoir à toutes et tous. Je suis heureux d'être là. Pour initier ces beaux projets qu'on mène ensemble avec Valérie, pour faire votre rencontre et puis pour vous parler, vous partager la régénération, ce sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui m'occupe depuis pas mal d'années maintenant. En tout cas, la déclinaison, la verticale sur la question des modèles économiques avec cette soutenabilité, c'est un sujet qui m'occupe depuis 20 ans. Et donc, très très heureux à l'idée de pouvoir partager ça avec vous. Alors, ce que je vais vous proposer dans ce temps qui est relativement court, c'est de faire une découverte du monde de la régénération et de la manière dont ça peut descendre dans une entreprise au travers de 3 questions. La question du pourquoi. C'est important quand on s'intéresse à la régénération d'en comprendre le sens. Et pour comprendre le sens de la régénération, il faut interroger le pourquoi la régénération nous semble être, et on est de plus en plus nombreux à le penser, une réalité nécessaire à atteindre. Ensuite, on va se poser la question de c'est quoi. Concrètement, la régénération, on parle de quoi? Et puis, finalement, on va essayer d'ouvrir le capot du comment on y va. Et je vais essayer d'être le plus clair et le plus synthétique possible sur ces 3 questions. Alors, sur la question du pourquoi, je ne vais pas vous assommer de chiffres, je ne vais pas vous assommer de diapos. J'en ai sélectionné une qui me paraît probablement être la plus importante, qui est issue de travaux en paléoclimatologie. La paléoclimatologie, comme son nom le suggère, c'est l'étude du climat sur des temps extrêmement longs. Et le graphe que vous avez sous les yeux est un graphe qui montre l'évolution des températures du système Terre de moins 500 millions d'années à aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a connu de sacrées variations. On est monté à plus 14 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Un plus 14 degrés, en gros, c'est une fournaise. Quand le GIEC nous dit qu'à plus 2, ça va quand même sacrément secouer, vous imaginez qu'à plus 14, le monde ne ressemble absolument en rien à celui que nous connaissons aujourd'hui. De la même manière, à moins 6, le monde est essentiellement une boule de glace. Okay. Là aussi, très très loin du monde que nous connaissons. Ce qui va nous intéresser, c'est les 11 800 dernières années. Qu'est-ce qu'on constate? On constate une stabilisation du climat et une
un climat qui varie selon une température de consigne, qui est cette fameuse température pré-industrielle, hein, celle sur laquelle le GIEC se base en disant voilà, il faudrait qu'on évite d'aller au-delà d'un réchauffement d'1,5 degré. Les scientifiques, ils se sont posé une question face à ce travail de paléoclimatologie. Ils se sont dit, sommes-nous capables d'identifier les processus qui entrent en jeu sur l'explication des conditions de stabilité du système Terre? Et si nous sommes capables d'identifier ces processus, est-ce qu'on est capable d'en appréhender l'intégrité? En gros, est-ce que ces processus sont solidement installés pour nous garantir des conditions de stabilité dans le temps? Ou est-ce qu'à l'inverse, ces processus connaissent un niveau de pression qui risquerait d'amener le système à se déséquilibrer et de reprendre un schéma beaucoup plus aléatoire. Alors, il faut savoir que le système Terre est un système complexe. Un système complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un système qui est composé de sous-systèmes interagissant les uns avec les autres. Il y a deux grands modes d'interaction dans un système complexe. Il y a des interactions qu'on appelle les rétroactions négatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui dérègle d'un côté et qui tend à dérégler le système, à sortir le système de ses conditions d'équilibre, eh bien, il y a un autre processus qui arrive en jeu pour ramener le système dans l'équilibre. C'est ce que vous avez déjà toutes et tous expérimenté quand vous faites du sport. Quand vous faites du sport, votre température corporelle monte. Et si rien ne se produisait, eh bien, vous risqueriez de tomber par terre, de convulsionner et de mettre votre santé en danger. Mais le corps est malin et il y a des processus qui déclenchent spontanément la sudation, la transpiration, l'accélération du rythme cardiaque pour évacuer les calories excédentaires. Un processus vient corriger l'autre pour maintenir le corps en situation d'équilibre. Exemple de rétroaction négative. À l'inverse, il y a des rétroactions qui sont des rétroactions positives. C'est-à-dire que le dérèglement d'un processus entraîne par effet domino le dérèglement d'un autre processus qui reboucle sur le dérèglement du premier en venant l'amplifier. Exemple, le réchauffement climatique induit une fonte de la glace. Or, la glace, elle agit comme un miroir qui reflète les rayons du soleil et renvoie l'énergie, notamment calorique, qu'elle contient dans les hautes couches de l'atmosphère. Lorsque la glace fond, les rayons qui étaient autrefois renvoyés sont séquestrés sur Terre, augmentant la température, accélérant le réchauffement, accélérant la fonte des glaces et amplifiant le phénomène. On arrive alors dans une boucle de rétroaction dite positive. Le risque, c'est que nous basculions massivement d'un régime de rétroaction négative à un régime de rétroaction positive. Je vous évoquais que nos scientifiques ont essayé d'identifier les processus stabilisateurs ou expliquant les conditions d'équilibre du système Terre. Ils en ont identifié 9, et ce chiffre de 9 renvoie probablement quelque chose dont vous avez d'ores et déjà entendu parler, les 9 limites planétaires. Donc, vous savez à présent que les 9 limites planétaires renvoient à ces processus régulateurs de l'équilibre du système Terre. Et malheureusement, pour 8 des 9 processus, des variables de contrôle ont été identifiées et des seuils à ne pas dépasser pour essayer de maintenir et garantir un régime de rétroaction négative ont été identifiés. Et sur ces 8 processus qui aujourd'hui sont à l'étude, 6 ont dépassé leur code d'alerte. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que nous risquons, et chaque jour nous risquons un peu plus, de passer d'un régime de rétroaction négative à un régime de rétroaction positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des logiques d'emballement. Des logiques d'emballement avec des risques de sortie de route très difficilement prévisibles. Et donc quand on dit que jusqu'ici on a connu un monde relativement linéaire où demain peut être prédit par hier, eh bien ce dicton est de moins en moins vrai puisqu'on va connaître des ruptures non linéaires et potentiellement des effets d'emballement très significatifs qui vont créer des aléas nouveaux en vitesse et en intensité. Et malheureusement, on déséquilibre très fortement les conditions d'équilibre du système Terre sans pour autant être capable d'offrir à chaque humain sur Terre des conditions de vie dignes, sans être capable de prendre en charge les besoins humains dont personne ne devrait manquer pour mener une vie digne. Donc ça veut dire qu'on a un défi qui est absolument hors du commun et qui est à proprement parler civilisationnel. On a non seulement à améliorer la qualité de vie et la capacité de prise en charge des besoins essentiels pour une part significative de l'humanité, tout en ramenant notre activité humaine en deçà des limites planétaires. Un autre moyen d'aborder cette question, c'est de se dire que nous ne pouvons plus, nous contenter de réduire les impacts négatifs de nos activités. Je vais m'apprendre l'analogie d'une baignoire. Imaginez une baignoire, la bande est fermée, la baignoire déborde, le robinet est grand ouvert. Réduire les impacts négatifs de notre activité,
ça consiste à fermer d'un quart le débit du robinet en espérant que la situation se résolve. Bien évidemment, l'inondation s'aggrave. Nous ne pouvons plus nous contenter de réduire nos impacts négatifs. Nous devons désormais envisager des impacts positifs, idéalement nets, sur les écosystèmes naturels, sur les communautés humaines, pour ramener l'activité humaine, pour ramener l'humanité et plus largement pour garantir à nouveau l'intégrité du système Terre, le ramener dans ce qu'on appelle l'espace sûr et l'espace juste. Ça, c'est le pourquoi, c'est la mise en contexte. Et c'est très important d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, une fois que je vous ai dit ça, la régénération, c'est quoi? La régénération, c'est une propriété unique et singulière des systèmes vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul un système vivant dispose de capacité à se régénérer. Et donc, ça veut dire quoi? On dit souvent la régénération, c'est la capacité à générer des impacts positifs nets sur quelque chose. Et on pourrait raisonnablement penser que la capacité à générer des impacts positifs nets sur quelque chose s'applique aussi bien aux vivants qu'à l'inerte. J'ai une voiture cabossée, je répare la voiture, j'ai généré un impact positif sur la voiture. L'ai-je régénéré pour autant? Pas du tout. Je l'ai restauré, je ne l'ai pas régénéré. La régénération, c'est une propriété intrinsèque du vivant. Pourquoi? Je vais vous donner une analogie. Si je prends un vase, que je casse ce vase ne va disposer d'aucune capacité à se réparer par lui-même. Au mieux, je peux en recoller les morceaux, mais il est probable que le vase porte les stigmates de sa chute. Imaginez maintenant que je me coupe superficiellement le doigt. Sans que je n'aie absolument rien à faire, va se mettre en place de manière automatique, spontanée, un processus d'auto-renouvellement, d'auto-réparation, d'auto-régénération cellulaire. De sorte qu'après quelques jours, après quelques semaines tout au plus, eh bien, la trace de la coupure, elle aura complètement disparu. Alors, quand je vous dis que je n'ai rien à faire, c'est pas tout à fait vrai. En fait, imaginez que je trempe mon doigt coupé dans de la crasse, dans de la rouille, dans de la boue. Le doigt va s'infecter, la plaie va s'infecter, ce processus va être contrecarré. Et donc, la régénération, c'est quoi? Et la régénération, c'est la capacité à créer les conditions permettant à un système vivant d'exprimer son potentiel d'auto-renouvellement. Alors, wow. Ok, ça veut dire quoi concrètement? Imaginez un modèle agricole intensif. Ce modèle agricole intensif est un modèle monoculture. On sait qu'un modèle monoculture est un modèle qui est extrêmement peu dynamisant pour la biodiversité. C'est un modèle qui va utiliser massivement des produits phytosanitaires et ou de l'amendement pour ramener dans les sols des nutriments que le sol n'est plus capable de générer par lui-même, tant il est sollicité. Les conditions que nous faisons poser sur cet écosystème ne permettent pas à cet écosystème agricole, en l'occurrence, d'exprimer son potentiel. On restreint par les conditions qu'on fait peser sur lui ces conditions d'expression d'un foisonnement de la vie, si je dis ça simplement. À l'inverse, si je pense à un modèle agroécologique, eh bien, par un aménagement agroécologique, par une diversification de cultures, par un travail d'hydrologie régénérative qui ramène de l'eau et qui ramène également de la vie dans les sols, bien, je vais recréer les conditions permettant à cet écosystème naturel d'exprimer son potentiel. Et donc, la régénération n'est pas juste la génération d'impact positif net. Je dirais que l'impact positif net, c'est la résultante de ma capacité en tant qu'humain à recréer des conditions permettant à des écosystèmes naturels, on parlera de régénération écologique, ou à des écosystèmes ou des systèmes sociaux, des communautés humaines, on parlera alors de régénération sociale ou de régénération humaine, d'exprimer leur potentiel. Voilà ce qui se joue derrière ce sujet de régénération. Et donc, vous l'aurez compris, on régénère du vivant. On ne régénère pas de linéaire. C'est un concept qui ne s'applique pas à l'humain. On ne régénère pas une technologie, on ne régénère pas une œuvre d'art, on ne régénère pas une voiture, on ne régénère pas une infrastructure. Sur le plan écologique, on peut uniquement régénérer la biodiversité, les services écosystémiques, en tout cas les renforcer, et avec eux, les sols, l'atmosphère, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, etc., etc., etc. Sur un plan social, on est capable de régénérer les conditions d'expression de la vitalité humaine. Si vous prenez une organisation, en fonction de son mode d'organisation, crée-t-elle les conditions de l'expression de la vitalité,
de celles et ceux qui y évoluent au quotidien? Est-ce que je me sens énergisé et pleinement vivant en allant au travail, en allant à l'école, en allant dans une activité associative? Et, très important, dimension extrêmement importante de la régénération sociale, de la régénération humaine, est-ce que j'accompagne mes parties prenantes à faire évoluer leur système de normes, leur système de pensée? Car la régénération s'inscrit non seulement dans la vision forte de la soutenabilité, qui re-hiérarchise les priorités économiques par rapport à des enjeux sociaux, eux-mêmes re-hiérarchisés par rapport à des enjeux environnementaux. Mais la régénération, elle est sous-tendue par une vision écologique du monde, et donc un système de normes, un système de croyances assez différent du système de normes et du système de croyances qui préside dans nos sociétés occidentales. Et donc il y a tout un travail également de transformation du regard que l'on porte au monde, du rôle qu'on entend jouer dans le monde et de la manière dont tout ça est sous-tendu par un cadre de pensée et d'action. Et forcément, si on touche au cadre de pensée, automatiquement on influe sur l'action. Alors une fois que je vous ai dit ça, comment on fait atterrir cette affaire dans l'entreprise? Parce que vous pourrez vous dire c'est sympathique cette affaire, mais là, jusqu'ici, ça me paraît quand même extrêmement loin de l'objet économique qu'est l'entreprise. D'ailleurs, une entreprise régénérative, et je préfère le terme d'entreprise à visée régénérative, c'est une entreprise qui va faire de l'objectif de contribution à la régénération écologique, sociale ou humaine un objectif stratégique. Elle va se dire, oui, moi j'entends à travers mes activités contribuer à cet effort de régénération. J'entends donc chercher à recréer les conditions permettant à des écosystèmes naturels, à des communautés humaines avec lesquelles j'interagis, desquelles je dépends, sur lesquelles j'agis, et bien d'exprimer leurs pleines conditions de vitalité. Donc déjà, on voit que, on voit plus ou moins comment ça atterrit. Alors sur un plan stratégique, maintenant, sur un plan stratégique, la régénération, elle invite l'organisation. Et si je traite de l'entreprise, on aurait pu choisir un angle territoire, où les choses sont un peu différentes. L'agenda stratégique d'une entreprise qui viserait à poursuivre une ambition régénérative, il serait percuté par deux grands mouvements. Un premier mouvement qui serait un mouvement de réduction d'impact négatif au seuil incompressible. Et la notion de seuil incompressible est extrêmement importante, puisqu'elle renvoie à la capacité à aligner ces impacts négatifs résiduels sur les prescrits de la science en vitesse et en intensité. Si je ne vous donne qu'une lecture carbone, qui est évidemment terriblement réductrice dans cette approche systémique propre au vivant, les seuils incompressibles, c'est quoi? C'est tout secteur confondu en moyenne intersectorielle, c'est une réduction de 42% d'émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2030. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer à descendre pour arriver à une réduction de 90% d'émissions de gaz à effet de serre en 2050 comparativement aux émissions de 2020. Donc ça veut dire que si vous émettez 100 en 2020, en 2050, vous devez émettre 10. Et ça, à isomodèle économique, c'est impossible. C'est impossible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette première injonction stratégique, elle nous impose de revoir nos modèles économiques et notamment de les dégager de leur dynamique volumique. Aujourd'hui, les modèles classiques, la grande majorité des modèles économiques sont construits sur des logiques volumiques. Pour qu'une entreprise se développe, elle doit rendre plus de quelque chose. Et ce plus de quelque chose est lui-même adossé à plus de matière, à plus d'énergie. Et ça, c'est vrai que l'activité soit dans un secteur primaire, secondaire ou tertiaire. De manière directe ou indirecte. Donc là, évidemment, on est dans des formes d'impasse. Donc il va falloir revoir le modèle économique en essayant de le dégager, notamment de cet enjeu stratégique. Mais ça ne s'arrête pas là. Le régénératif ouvre un deuxième mouvement stratégique. Le deuxième mouvement stratégique, c'est quoi? C'est celui de la génération d'impact positif idéalement net sur les écosystèmes et sur la société, en prenant appui sur le vivant et sur la puissance du vivant. Et c'est là l'originalité, la singularité de l'approche régénérative par rapport à d'autres approches qui viseraient à essayer de générer des impacts positifs par la technologie, par exemple. Nous nous appuyons sur le vivant, la régénération s'appuie sur le vivant pour induire, pour générer des impacts positifs. Ça, c'est ce que je viens de vous raconter.
Alors, ce premier mouvement, si on rentre un peu dans les logiques des deux premiers mouvements, je vous le disais, alors on a déjà plein de choses dans la besace et on pourrait raisonnablement se dire, aujourd'hui la RSE a déjà significativement avancé sur le champ de la réduction des impacts négatifs à travers des concepts tels que l'éco-conception, l'économie circulaire, la sobriété énergétique, les circuits courts, etc., etc. Tout ça est absolument nécessaire, mais deux éléments. Un, ils doivent être mis en œuvre dans un mode de pensée renouvelé. Si je vous donne juste un exemple, l'éco-conception, lorsqu'elle est mise en œuvre dans une approche classique, va centrer son action sur un produit ou sur un process, tout en générant des effets rebonds. C'est-à-dire que le gain incrémental qu'on va être capable de générer sur une unité de produit va être effacé par l'évolution du volume de ce produit. C'est ce qu'on appelle les effets rebonds. Okay. Dans une vision écologique, l'éco-conception va se réinscrire dans une refonte d'un modèle économique et l'éco-conception vient sous-tendre l'effort de refonte d'un modèle économique et participer à sa dynamique de performance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même objet, éco-conception par exemple, va être utilisé très différemment selon qu'il s'inscrit dans un référentiel de pensée classique ou dans un référentiel de pensée régénérative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir mobiliser ces moyens avec un référentiel de pensée revisité. Deuxième élément, je l'ai évoqué, il va falloir revoir nos modèles économiques. Un ISO-modèle économique, le seuil incompressible, est inaccessible. C'est impossible. Troisième élément, il va falloir apprivoiser une notion que nous détestons apprivoiser à l'échelle humaine parce qu'elle semble contraire à la notion de progrès, c'est la notion de limite. Or, si vous interrogez des peuples racines, la limite, c'est l'expression d'une pleine puissance. Et si je vous donne un exemple, je pense que vous serez en phase avec moi. Est-ce que la capacité à limiter sa consommation d'alcool est une faiblesse ou plutôt l'expression d'une maîtrise de soi? Est-ce que celui qui finit ivre-mort dans un caniveau fait preuve d'une forme de maîtrise? Ou est-ce que la capacité à limiter cette consommation est plutôt l'expression d'une forme de puissance? Vous voyez il y a plein de choses à dire derrière ça. Et puis, il va falloir, pour certaines activités qu'on peut qualifier d'activités éco-incompatibles ou socio-incompatibles, engager du renoncement. Oui, il va falloir engager des protocoles de fermeture, car il existe aujourd'hui un nombre significatif d'activités économiques purement et simplement incompatibles avec l'état du monde, et en particulier avec l'état écologique du monde. Ce qui, là aussi, sur un plan stratégique, pose d'extraordinaires défis en termes de planification et gestion de ces protocoles de fermeture et en termes de capacité à en tirer toutes les conséquences. Alors là, on a plein de mouvements, on a plein d'éléments sur lesquels on peut prendre appui, notamment dans la refonte des modèles économiques. Nous avons les modèles serviciels, les modèles centrés usage, les modèles centrés effet, on parle pas de modèles d'économie de fonctionnalité ou d'économie de fonctionnalité de coopération. On a des modèles impact, on a des modèles de plateforme, on a des modèles économiques inclusifs, etc. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont capables de supporter ce mouvement stratégique. Mais, je vous le dis, le régénératif, ce n'est pas uniquement l'application de ces modèles, c'est l'application de ces modèles dans un cadre de pensée revisité. Et là, c'est un défi particulier. Là où je voudrais peut-être passer un peu plus de temps, parce que c'est probablement un peu plus nouveau et moins intuitif pour vous, c'est sur le deuxième mouvement. Comment ça marche, le deuxième mouvement? Alors, déjà, il va falloir distinguer la régénération sociale et humaine de la régénération écologique. Quand bien même on tend à éviter la dualité dans un mode de pensée écologique, les protocoles d'action ne sont absolument pas les mêmes. Parce que par essence, une entreprise est un collectif humain, parce que par essence, toute activité économique est embranchée sur le système vivant qu'est l'humain, la régénération sociale et la régénération humaine s'appliquent indistinctement à n'importe quel type d'entreprise, quelle que soit la nature de ses activités. Que vous soyez une exploitation agricole, que vous soyez un industriel à haute intensité technique, que vous soyez une entreprise de service à haut contenu immatériel, votre capacité à créer les conditions permettant à vos parties prenantes internes et externes d'exprimer de la vitalité, d'exprimer du potentiel, de renouveler leur cadre de pensée, dépend de leviers tels que l'architecture organisationnelle, la gouvernance, la culture, les rites et les pratiques que vous êtes capable de mettre en œuvre, le partage de la valeur, etc., etc., etc. Par exemple, la capacité à réinstaurer et cultiver un lien d'interdépendance et non de dépendance entre les différentes parties prenantes. C'est assez intuitif.
Okay, je dis pas que c'est simple, mais c'est assez intuitif. Okay. Là où les choses se corsent, c'est pour la régénération écologique. La régénération écologique, elle, puisqu'elle présuppose d'agir en prise avec les écosystèmes vivants, interroge la nature du lien qu'une entreprise entretient avec ces écosystèmes naturels. Okay. Et là, il va falloir distinguer deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui, de par la nature même de leurs activités, sont en prise directe avec les écosystèmes. Dit autrement, alors je vais utiliser un jargon très économisant, hein, l'écosystème est un facteur de production. Vous prenez un agriculteur, l'écosystème est un facteur de production, c'est son outil de travail. Vous prenez un gestionnaire forestier, vous prenez un pêcheur, l'écosystème est son outil de travail. Et puis, il y a toutes les autres entreprises, toutes celles pour qui les écosystèmes sont plus distants. Alors, ils ne sont jamais loin, parce que nous ne pourrions pas vivre sans les écosystèmes. On est en interdépendance et en coévolution totale avec les écosystèmes, mais ils ne rentrent pas dans la sphère productive de l'entreprise. Et donc, ça lui paraît étrange. Et pourtant, une question qu'on pourrait interroger de manière systématique, c'est le recensement des écosystèmes naturels desquels une entreprise dépend et sur lesquels elle agit. Et vous verrez qu'une université, vous verrez qu'une entreprise industrielle, vous verrez qu'une banque, vous rendez compte qu'un dentiste, une compagnie d'assurance agit sur des écosystèmes, dépend d'écosystèmes, ne fût-ce que l'écosystème urbain dans lequel on se situe ici, il marque son empreinte. Donc il va falloir distinguer ces deux types d'organisation. Alors si je les séquence, le premier type d'entreprise, c'est probablement l'élément le plus intuitif. Là aussi, si je suis une entreprise opérant mes activités en prise directe avec le vivant non humain, je suis un agriculteur, je suis un gestionnaire forestier, je suis un vigneron, je fais de la culture d'algues, etc., etc. La première chose que le régénératif m'invite à faire, c'est à repenser mon système de production. Une des dimensions critiques du modèle économique. Revisiter le système de production, c'est par exemple repenser le modèle, le système de culture que je mets en œuvre dans le cadre d'une exploitation agricole. C'est diversifier ses productions, c'est renforcer le service écosystémique, c'est revitaliser les sols, c'est se réappuyer sur la puissance des services écosystémiques pour m'aider à développer et maintenir les équilibres de mon exploitation. Ce qui ne dispense pas de revoir ensuite les autres dimensions du modèle économique. Si vous êtes un vigneron, que vous développez une viticulture régénérative, mais qu'ensuite vous embouteillez vos bouteilles et que vous les envoyez aux quatre coins du monde, il y a évidemment l'ensemble des plus-values écologiques que vous allez générer à l'échelle de la parcelle. Vous allez les faire exploser dans un modèle centralisé de grand export qui va générer des impacts et des pressions sur les environnements sans commune mesure par rapport aux bénéfices que vous aurez générés à l'échelle de la parcelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir repenser l'ensemble du modèle économique au départ d'une refonte du système de production. Et quid de toutes les autres? Alors pour toutes les autres, il y a ce qu'on appelle des portes de reconnexion aux écosystèmes. Si à un moment donné, la régénération passe par la capacité à créer des conditions permettant à des écosystèmes d'exprimer un potentiel, encore faut-il que je sois en capacité d'agir de manière directe et ou indirecte sur ces écosystèmes. Et là, vous en avez tout plein. Alors, je ne vais évidemment pas tout décliner, parce que ça me prendra un peu trop de temps, mais vous pouvez vous reconnecter au vivant via votre foncier et vos infrastructures. Alors évidemment, si vous êtes le coiffeur du coin, ce sera peu significatif. Si vous êtes le premier distributeur de France, voire le premier distributeur d'Europe, que vous avez des millions de mètres carrés en termes de foncier, votre capacité à réaménager le foncier dans une dynamique de ce qu'on appelle la régénération urbaine pour revitaliser les écosystèmes urbains est insuffisante. Ça ne fera pas de vous une entreprise régénérative, mais ça contribuera à la régénération écologique. Autre exemple, vous pouvez vous reconnecter au vivant via des processus de production. Aujourd'hui, la grande majorité des processus de production s'appuient sur la physique et la chimie. Imaginons le traitement de l'eau. Le traitement de l'eau, très simple, et c'est des spécialistes dans la salle, ils vont jeter des cailloux, c'est des filtres et c'est des produits chimiques. C'est des filtres, des régulateurs de pH, des flocculants, des craqueurs de molécules sales, etc. C'est de la physique, c'est de la chimie, c'est donc de l'énergie. Il existe pourtant une alternative, des processus biologiques,
qui, pour un nombre significatif de molécules, eh bien, permettent de faire le boulot par voie de phytoremédiation. Alors ça présuppose peut-être un re-engineering de process pour n'envoyer dans les eaux à traiter que les molécules que le milieu naturel va être capable de traiter. Mais vous avez aujourd'hui de plus en plus d'acteurs industriels qui misent sur cette solution, qui a l'immense mérite de s'appuyer sur le vivant, d'être extraordinairement moins cher à concevoir, à opérer, qui offre de très nombreux co-bénéfices pour la biodiversité, réintégration, restauration de zones humides dans des environnements qui le plus souvent en sont dépourvus, etc., etc., etc. Vous pouvez évidemment agir sur du support à des pratiques et des usages régénératifs chez vos parties prenantes. Et ça, c'est un sujet qui va directement concerner un établissement d'enseignement. Le principal levier d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement de recherche, c'est la capacité à faire évoluer l'ensemble des ingrédients que je mentionnais préalablement dans la tête des futurs agissants. Des étudiants, des étudiantes, des partenaires de recherche, des acteurs du territoire. C'est là que va se situer l'essentiel du levier. Ce n'est pas le seul, mais c'est là que va se situer l'essentiel du levier. Alors, pour pouvoir mettre en œuvre ce modèle, ces approches, pardon, je pense que ça a sauté quelque chose. Voilà, pour pouvoir mettre en œuvre ces approches, il va falloir innover sur le modèle économique à plusieurs étages. Le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, le premier mouvement stratégique peut générer des marges de manœuvre financières nouvelles pouvant être partiellement octroyées au deuxième mouvement. Un modèle d'économie de fonctionnalité, si vous êtes familier avec ce type de modèle, c'est des modèles serviciels. Plutôt que de vendre un objet, je crée un modèle économique d'usage de cet objet, et donc je vais facturer l'usage, je vais garder la propriété de cet objet, j'ai donc un intérêt à éco-concevoir cet objet, puisque en restant propriétaire, eh bien, je sais qu'il me reviendra, et je sais que j'aurai intérêt éventuellement à le démonter pour réintégrer les anciens composants dans de nouvelles générations de produits. J'ai donc une facilité à mettre en œuvre un flux circulaire. L'éco-conception, si je crée un modèle d'usage qui intègre les consommables, eh bien j'ai un intérêt économique parce que cet objet, cet équipement dont j'en facture l'usage, soit facile à réparer, soit faiblement utilisateur de ressources, si elles sont internalisées dans mon modèle économique. Okay. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, quand c'est bien fait, ça génère des gains d'efficience. Ça génère des gains d'efficience et potentiellement une évolution possible de la rentabilité. Les modèles serviciels, quand ils sont bien mis en œuvre, sont plus rentables, souvent, pas toujours, mais souvent, que les modèles traditionnels. Ces surcroît de rentabilité, qu'est-ce que j'en fais? Soit je les flèche dans les circuits classiques, et ils sont constitutifs d'effets rebonds, soit, dans une visée de circularité de profit, je m'autorise à en utiliser tout ou partie pour soutenir le deuxième mouvement. Et je contrôle les effets rebonds dans une visée régénérative. Alors, pour soutenir le deuxième mouvement, là aussi, il va falloir faire des innovations de modèle économique. Là, on a travaillé récemment avec un acteur de la filière du chocolat. Le sujet, quand vous êtes un acteur implanté en France et fabricant du chocolat, votre principal levier, si je reviens sur mes portes de reconnexion, le principal levier, c'est l'inscription dans un écosystème coopératif à visée régénérative où je vais me reconnecter par mon sourcing. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aider les fournisseurs, je vais aider mes partenaires de la chaîne de valeur à faire évoluer eux-mêmes leur production. Dit autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'intéresse aux conditions de production du cacao. Et mon principal levier, c'est de promouvoir une agriculture régénérative de cette matière première. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez le soutenir par une réinvention du modèle économique, non pas à votre échelle, mais à l'échelle de votre chaîne de valeur. À l'échelle de votre chaîne de valeur, un modèle de diversification vers l'agriculture régénérative pour des cacaoyères va présupposer quoi? Va présupposer à l'échelle du producteur une diversification de production pour lequel vous pouvez décider de l'aider à trouver des débouchés et vous sécurisez à ce moment-là la transformation de son modèle. Donc ça veut dire que vous reconstruisez des modèles économiques qui deviennent des modèles économiques de filière.
Vous pouvez l'aider à monter certaines productions à valeur ajoutée pour financer ou récompenser le travail d'évolution du système productif. Vous pouvez également essayer de l'aider à valoriser tout ou partie de certaines externalités positives qu'il met en œuvre à travers des modèles économiques à impact. Et vous pouvez réorchestrer ainsi un modèle économique à l'échelle de votre filière et améliorer significativement la qualité de l'amont sans que cela ne soit constitutif de surcoût sur l'aval. Nous avons par exemple travaillé avec la filière lait. On a monté un modèle économique sur le lait. Nous sommes capables de doubler la marge au 1000 litres, sans incidence sur le prix d'achat du lait pour l'industriel, par la mise en œuvre d'un modèle économique de filière, qui est un modèle qui s'appuie sur l'encastrement de différentes composantes du modèle économique et de différentes briques d'innovation, pas seulement à l'échelle de chaque acteur, mais à l'échelle d'une filière tout entière. Alors, je voudrais terminer par un exemple que peut-être certains connaissent et dont certains ont entendu parler. C'est un exemple industriel, Pocheco, qui est une entreprise située dans le nord de la France, qui est un fabricant d'enveloppes. Pocheco, c'est une entreprise qui a placé au cœur de son projet stratégique une intention extrêmement forte d'entreprendre non seulement sans détruire, mais en régénérant. Ça s'appuie sur 3 piliers. Un, il est hors de question que des gens qui viennent travailler chez nous s'intoxiquent, soient malades ou soient exposés à des produits et ou des process qui pourraient nuire à leur santé physique. Et il faut qu'on soit en capacité de leur offrir un environnement professionnel épanouissant, source de santé psychique et de santé sociale. 2, on doit être capable de protéger la planète. Et 3, on doit être capable de générer des économies et d'améliorer notre productivité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plein de choses. Ne vous effrayez pas, je vais pas tout développer. La première chose qu'ils ont fait, si je vends de l'enveloppe, si j'essaie de me reconnecter à un écosystème, par définition, l'enveloppe, elle m'amène très très vite au papetier, lui-même reconnecté à l'écosystème forestier. Et donc j'interroge la nature de le mode de production, le mode de sylviculture mis en œuvre dans la chaîne de valeur qui va, in fine, se matérialiser en boulot de papier qui arrive dans mon usine. Et ils ont reconstruit une chaîne de valeur en s'appuyant sur des sylviculteurs, malheureusement pas en France, ils n'en ont pas trouvé, mais dans les pays nordiques, qui pratiquent une sylviculture régénérative et qui permet d'offrir au papier des qualités environnementales issues de pratiques très significativement améliorées dans les écosystèmes forestiers. Ils ont revu de manière extrêmement importante des processus de production. Je vous disais, ils misent sur des enjeux de santé. Miser sur des enjeux de santé, c'est par exemple éliminer les molécules toxiques des process de production. Pour fabriquer une enveloppe, vous avez besoin de papier, vous avez besoin de colle, vous avez besoin d'encre. Les colles étaient des colles à solvant, les encres étaient des colles à solvant, des encres à solvant, pardon. Et donc d'abord, dans une perspective de santé, ils se sont dit, eh bien, nous allons transformer ces colles et ces encres à solvant par des colles et des encres à l'eau. Alors tout ça a nécessité de la R&D, ça n'a pas été facile à mettre en œuvre, mais ils y sont arrivés. Ils ont donc supprimé des molécules qui étaient des molécules toxiques pour la santé. Et puis à un moment donné, ils se sont dit, est-ce que ça change quelque chose sur un plan industriel? Ben oui, ça change quelque chose, ça change le taux de charge en polluant des eaux usées. Et faisant ce travail de reconception de certaines matières premières, eh bien, ça a ouvert la porte à la phytoremédiation. Et aujourd'hui, l'ensemble des eaux usées, des eaux industrielles usées par des process sont phyto-épurées sur site. Ils ont évidemment misé sur les énergies renouvelables, mais tout ça ne marche que dans un bâtiment qui a été préalablement correctement isolé. Et pour réisoler le bâtiment, ils se sont appuyés sur la végétalisation du bâtiment. Ils ont notamment végétalisé les toitures. En végétalisant les toitures, non seulement vous contribuez à réintroduire un milieu végétal et donc un substrat pour de la biodiversité au niveau de votre appareil productif, mais vous améliorez de manière extrêmement significative la thermique du bâtiment. On peut aujourd'hui bâtir des modèles économiques innovants au départ de ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature et des externalités positives, des impacts positifs induits par ces solutions fondées sur la nature. Ils ont fait tellement de choses, l'idée n'est pas que je vous
que je vous développe tout ça, alors vous pourriez vous dire, ok, tout ça, est-ce que ça tient la route financièrement? Ça a l'air sympathique, mais est-ce que ça tient la route financièrement? Alors déjà, si vous interrogez le dirigeant qui s'appelle Emmanuel Druon, vous dit si on n'avait pas fait ça, on serait mort. Si on n'avait pas fait ça, on serait mort, parce qu'en 2018, l'entreprise a connu un vrai coup de grisou, parce qu'au départ, elle a investi très massivement dans la refonte de son appareil productif, en sous-estimant un sujet pourtant fondamental, c'est la réinterrogation de son modèle économique. Or, quand vous êtes un fabricant d'enveloppes, face à la numérisation et la digitalisation, vous percevez assez rapidement qu'à un moment donné, vous n'êtes pas à proprement parler dans un marché ultra dynamique, mais plutôt dans un marché en régression et plutôt en risque d'effondrement. Et donc, l'entreprise a connu une vraie difficulté en 2018. Si toutes ces évolutions à visée régénérative de l'appareil productif et de l'entreprise Pocheco n'avaient pas été mises en œuvre, la boîte, à ce moment-là, elle pliait. Ils ont pu conserver des marges de manœuvre financières qui leur a permis de revoir leur modèle économique en s'appuyant notamment sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Ils ont aujourd'hui diversifié le modèle économique, ils ont diversifié les productions. Et si vous regardez aujourd'hui ce que ça donne au niveau financier, bien, il se trouve que les investissements sont extrêmement rentables, puisque tous ces aménagements dont je vous en ai décrit qu'une infime partie ont coûté en l'espace de 10 ans un peu plus de 6,5 millions d'euros. Ils nécessitent un peu plus de 100 000 euros de frais annuels de maintenance. Ils sont générateurs de plus d'1 million d'euros d'économies annuelles. Vous avez un retour sur investissement de moins de 7 ans. Donc c'est extrêmement bénéfique. En s'appuyant sur la puissance du vivant, sur le renforcement des services écosystémiques, et ça, c'est l'ingrédient secret des modèles économiques à visée régénérative, eh bien, vous êtes capable de générer des gains de productivité, des revenus additionnels et de repenser les équilibres d'un modèle économique. Sur un plan extra-financier, qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, l'entreprise émet 4500 tonnes de CO2 par an sur un scope 1, 2 et 3. À travers ces politiques de sourcing, elle contribue à stocker plus de 50 000 tonnes de CO2 par an. Alors, on ne peut pas dire qu'elle a un bilan négatif de 46 000, je l'ai écrit, mais c'est interdit de le présenter comme ça, parce que vous savez qu'il faut tenir les comptabilités séparées. Il n'en reste pas moins qu'en absolu, cette entreprise, à travers ses choix stratégiques, ses choix de sourcing, etc., contribue à de la séquestration de l'air. Si vous voulez régénérer un environnement urbain, il va falloir redonner de la place au vivant, recréer les conditions permettant à un vivant d'exprimer son potentiel. C'est d'abord et avant tout lui redonner de l'espace. Et lui redonner de l'espace dans un environnement extrêmement contraint, c'est d'abord désartificialiser. Donc vous voyez que quand l'entreprise a initié ce chantier, 20%, un peu moins, 18% des superficies du site de production étaient perméables. La grande majorité, 82%, était imperméable. 10 ans plus tard, ce ratio a été inversé. Quand vous allez dans cet endroit, c'est le premier refuge LPO au-dessus de Paris. Premier refuge LPO. C'est un site industriel. Quand vous allez là, il y a des rapaces, il y a énormément de biodiversité sur site. C'est assez saisissant. Et si vous êtes d'un jour de passage près de cette entreprise, je vous invite à aller la visiter. Consommation énergétique. L'entreprise, par son programme d'investissement dans l'efficience énergétique et par son programme de substitution énergétique vers les énergies renouvelables, elle a été capable de se débrancher du gaz en 2013. Donc vous voyez que la consommation de gaz est tombée à zéro. Ce qui évidemment est pour elle un gage de robustesse, surtout quand on connaît les fluctuations du prix du gaz sur un plan géopolitique. Voilà. Je pourrais vous parler de cette entreprise pendant des heures et des heures. Nous avons une entreprise qui a revu son process de production. Nous avons une entreprise, si je reprends peut-être cette diapo. Non, celle-là. C'est une entreprise qui a ouvert énormément de portes de reconnexion. Elle s'est reconnectée par ses infrastructures et par son foncier. Elle s'est reconnectée par ses processus de production. Elle s'appuie sur certains bio-indicateurs, notamment la présence d'espèces sentinelles sur site pour évaluer la pertinence de certains choix d'aménagement. Elle travaille énormément sur le support à des pratiques et des usages régénératifs chez ses parties prenantes internes. Et elle forme, par exemple,
à la gestion maraîchère régénérative dans le cadre d'un potager domestique. Elle accompagne ses salariés sur une mobilité, alors là on n'est pas dans le régénératif, mais sur une mobilité décarbonée, en là aussi repensant des modèles extrêmement intéressants. Ça, je vous donne peut-être juste quelques éléments. Faible capacité à augmenter les salaires dans un environnement économiquement très contraint, ils se sont dit si je ne suis pas capable d'augmenter les salaires, est-ce que je suis néanmoins capable de réduire les charges des collaborateurs et des collaboratrices de manière à agir sur leur pouvoir d'achat? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évalué les différents postes de charge. Ils se sont rendus compte qu'un poste de charge sur lequel ils avaient une capacité à agir, c'était le poste de mobilité. Pour certains, la mobilité représentait jusqu'à 550 € par mois pour les salariés qui étaient le plus distants de l'usine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé aux salariés d'acheter une flotte de véhicules électriques et de mettre des véhicules à disposition des salariés, non pas en mono-usage, mais d'organiser des tournées. Et ils ont été un pas plus loin en disant ce que nous vous proposons si, dans une configuration de ménage où il y a un couple et 2 voitures thermiques, c'est que vous revendiez les 2 voitures thermiques et que le produit des 2 voitures thermiques, vous rachetiez une voiture électrique, qui à l'usage était beaucoup moins cher, sachant que les déplacements domicile-travail seront pris en charge par le système de covoiturage organisé par l'entreprise. Et donc, vous voyez que là aussi, on est sur une refonte de pratiques à l'échelle des parties prenantes. Et quelque part, ça libère du pouvoir d'achat pour les salariés. Voilà, je pourrais vous parler de tout ça pendant des heures et des heures et des heures. Je crois que time is out, comme on dit. J'espère que ça vous a intéressé. Et j'espère surtout que ça vous donne envie d'en savoir plus. Parce qu'il y a vraiment des jolies choses à découvrir. Et parce que c'est vitalisant de s'intéresser à la régénération. Voilà, merci à vous. Il nous reste un peu